Bonjour, bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 19 juin. Merci de nous suivre. Merci également de votre fidélité. C'est aujourd'hui, et oui, la fête des pères, bien plus discrète que celle des mères, inutile d'insister. Cette fête, d'abord lancée aux États-Unis, a été réellement instaurée dans de nombreux pays, notamment européens comme la France, au début des années 50. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est tout de même entrée dans les mœurs et elle se manifeste également par cette tradition des cadeaux. Muriel Barlagne. Pour la fête des pères, les enseignes spécialisées dans le bricolage font toujours recette. Et cette année, l'affluence est même plus importante que les années précédentes dans ce magasin des abîmes. Les épouses, surtout, sont à la recherche de cadeaux, le plus souvent plutôt classiques. Nous avons mis en avant l'outillage, parce que nous vendons l'outillage, des mallettes à outils, des nettoyeurs haute pression. Nous avons aussi tout ce qui est électroportatif, c'est-à-dire les perceuses, les scie sauteuses, et aussi le thermique avec aussi les débroussailleuses. Mais parmi les ventes, des produits inattendus ont la cote. La berceuse en mahogany ou en pin a fait des émules, de même que le climatiseur. Cet article a été vendu à 35 exemplaires ces derniers jours, quand on en vend une dizaine par mois. Les bijouteries sont aussi très fréquentées pour ce type d'occasion. Celle-ci a même ouvert ce dimanche pour une vente privée spéciale fête des pères. Le cadeau incontournable, la montre, que l'on n'a jamais fini d'offrir puisque ces messieurs les collectionnent et que les modèles en vitrine présentent de plus en plus de fonctionnalités. Où on va trouver des montres comme celle-ci par exemple, je ne sais pas si vous la voyez, où vous serez connecté au GPS. Ce sont des montres qui vont se mettre à l'heure toutes seules, qui sont entièrement solaires et qui vont gérer la date, qui auront une technologie horlogère de pointe. Parmi les tendances, on a une marque aussi danoise, pour ne pas citer le nom, où vous aurez des montres très classiques, comme vous verrez juste à côté. Ce sont des montres ultra plates qui reviennent très à la mode. On a aussi des marques un peu plus grosses de type américaine où elles seront avec un cadran un peu plus chargé, des montres un peu plus larges et le XXL revient beaucoup à la mode. Chaînes et bracelets font aussi partie des présents très prisés par les papas. En or blanc, jaune ou rose, ces cadeaux très personnels sont faits pour durer. C'est aujourd'hui également la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose. Nous vous en parlons depuis le début de la semaine car cette journée vient clore la semaine française d'information et de sensibilisation à la drépanocytose. Aujourd'hui, nous allons simplement vous rappeler les particularités de cette maladie génétique avec Johan Charpentier-Titi. La drépanocytose est une maladie génétique et héréditaire. Concrètement, elle se caractérise par une hémoglobine qui a tendance à durcir et force le globule rouge à changer de forme. On dit qu'il forme un croissant de lune ou une banane. Et c'est justement ce changement de forme qui pose problème puisque le globule rouge est de ce fait plus sensible et possède une durée de vie moindre. Les patients drépanocytaires ont une anémie et en plus ces globules rouges, ils vont avoir tendance à obstruer, à faire des bouchons dans les petits vaisseaux sanguins et donc que l'organe va manquer d'oxygène et donc va souffrir. Et dans certains organes, notamment au niveau des os, cette souffrance elle se traduit par de la douleur, une douleur qui peut être vraiment très intense et obliger à utiliser les médicaments les plus forts contre la douleur comme la morphine. Des douleurs, mais aussi des défenses immunitaires beaucoup moins bonnes, ou encore une fatigue qui arrive plus rapidement. Des symptômes très handicapants, d'autant plus qu'il n'existe pas pour l'heure de moyens de guérison. La drépanocytose nécessite un accompagnement à vie, c'est aussi pourquoi la sensibilisation est si importante. Ce que nous voudrions, c'est que tout le monde sache quel est son type d'hémoglobine et quand on est en couple, qu'on sache déjà très bien quelle est l'hémoglobine de chacun, pour savoir à quoi on peut s'attendre. Pour connaître son type d'hémoglobine, il suffit d'une prise de sang où on demande à faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Car ne l'oublions pas, la maladie concerne un Guadeloupéen sur 8. Je n'ai jamais vu l'enfant faire des crises, mais lorsqu'au présent on se rassemble, on voit que l'enfant n'est pas présent, on sait qu'il a fait une crise donc il est hospitalisé. Ça c'est clair.
De mon côté, j'ai 2 enfants qui sont effectivement... Ma femme a le gène, transporte le gène, elle est AS. Moi, je ne suis pas du tout concerné. Nos 2 enfants sont AS. AA, AS, SS, quel que soit votre type d'hémoglobine, la drépanocytose pourrait bien vous concerner, de près comme de loin. Devant la violence qui frappe la Guadeloupe depuis plusieurs années, certains diront même qui règne en Guadeloupe, de plus en plus de Guadeloupéens pensent aux méthodes, aux pratiques de self-défense pour se prémunir contre d'éventuelles agressions dont parfois les médias rendent compte quasi quotidiennement. Arts martiaux divers, méthodes originales, ces pratiques se sont répandues chez nous et c'est dans cet esprit qu'était organisé ce week-end un stage de self-défense destiné d'abord aux professionnels de la sécurité mais également à monsieur et madame tout le monde, un stage animé par un expert français en la matière, les précisions d'Éric Pommier. Robert Paturel est un ancien policier du RAID, 6 fois champion de France de boxe, puis champion d'Europe en 1984 et de passage en Guadeloupe pour enseigner un nouveau mode de self-défense, la boxe de rue qu'il crée en 2002. Une discipline issue de sa pratique de sport de combat et de son expérience sur le terrain. C'est un petit peu un amalgame de plusieurs disciplines, c'est-à-dire qu'on va retrouver un petit peu des extraits de toutes mes petites pérégrinations martiales. On voit des choses qui viennent de Chine, on voit des choses qui viennent du penchak, d'un peu partout. Et un petit mélange de tout que j'ai adapté pour faire. Donc je n'ai pas inventé grand-chose, en fait. C'est simplement un mélange de plusieurs techniques. L'initiative de faire venir une telle pointure revient au Karukira Penchak Silat Club, association reconnue officiellement depuis 2 ans, affiliée à l'organisme FISFO, Federal International System Force de l'Ordre. Objectif, faire découvrir un autre moyen de self-défense, de surcroît, permettre sa pratique. Nous, par rapport au Penchak Silat qui développe des pratiques beaucoup avec des ramenés au sol, des descentes, des clés. Donc la boxe de rue permet simplement, et quel que soit l'âge du pratiquant, de se sortir d'une situation d'agression aisément et facilement. La boxe de rue permet aussi au personnel de sécurité totalement de se sortir aussi de situations et d'arriver à interpeller ou maîtriser un individu sans trop de casse. Audrey Etou est adhérente du club et pratiquant du Penchak Silat. C'est tout naturellement qu'elle s'est mise à pratiquer cette boxe de rue, consciente d'une discipline qui présente certes certains atouts, mais qui se veut avant tout complémentaire. C'est une autre approche, disons que comparé au Penchak, il y a beaucoup de similitudes, mais il nous a apporté pas mal de choses au niveau technique, c'est intéressant. C'est un bon complément en fait le Penchak, donc j'invite beaucoup de personnes à nous rejoindre. Le Penchak c'est un bon complément quand on vient des sports, que ce soit pied-point ou alors du sol, c'est un bon complément self-défense. Robert Paturel insiste sur la notion de gestion du stress, enseignée à travers cette discipline ouverte à tous. On y apprend l'aspect comportemental des gens, on y étudie l'aspect légal de la légitime défense. C'est toutes ces spécificités qui font qu'aujourd'hui, la boxe de rue a trouvé des adeptes de plus en plus nombreux en France. Plus zen, ce sera mardi prochain, 21, la journée mondiale du yoga. Et oui, cela existe, elle a été officiellement instaurée par l'ONU en 2014 à l'initiative du Premier ministre de l'Inde. Dès aujourd'hui, l'association Éduc Yoga et Loisirs organise jusqu'à 14h. Vous avez donc le temps de vous y rendre au centre Gaël Monfils à Petit-Bourg, des ateliers d'initiation au yoga et des conférences gratuites. D'autres manifestations autour du yoga se dérouleront bien évidemment mardi et elles seront pour certaines d'entre elles publiques comme celle organisée par le Gopio Guadeloupe, cette organisation mondiale des personnes d'origine indienne, sur l'esplanade de la mairie de Capesterre-Bello de 6h à 8h ou encore par la Gauloise de Basse-Terre au Champ d'Arbaud bien sûr de 17h à 20h. Tout à fait autre chose, suite de la visite de cette délégation cubaine à l'invitation de l'association Coopération Cuba-Guadeloupe, cette délégation conduite par l'ambassadeur de Cuba en France, M. Héctor Rigarza Cabrera, avec notamment la présence du recordman du monde du saut en hauteur, Javier Sotomayor. Aujourd'hui, cette délégation est reçue par la municipalité de Terre-de-Haut aux Saintes. Voilà qui nous amène à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons tout d'abord au Brésil avec les conséquences de l'organisation des prochains Jeux Olympiques sur l'État de Rio.
L'État régional de Rio de Janeiro vient de prendre un décret qui déclare l'état de calamité publique et autorise l'État à adopter toutes les mesures exceptionnelles nécessaires à la rationalisation des services publics essentiels en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016. Il permet ainsi l'adoption de nouvelles propositions destinées à réduire les dépenses et donc optimiser la gestion publique. Le gouverneur par intérim, Francisco Dornelles, explique cette position par l'importance et l'impact mondial de ces tournois sportifs pour lesquels toute déstabilisation institutionnelle impliquerait un risque pour l'image du pays. L'organisation de ces événements qui se tiendront pour la première fois en Amérique du Sud, du 5 au 21 août pour les Olympiques, du 7 au 18 septembre pour les Paralympiques, a entraîné de graves difficultés dans la prestation des services publics essentiels et pourrait même occasionner un effondrement dans la sécurité publique, la santé, l'éducation, la mobilité et la gestion environnementale. Le gouvernement de l'État de Rio a prévu pour 2016 un déficit de plus de 5 milliards d'euros en raison notamment de la chute des prix du pétrole. Si tu ne veux pas vaincre ton ennemi, mange-le. C'est la stratégie de Cuba qui encourage sa population à consommer des rascasses volantes, plus connues chez nous sous le nom de poisson-lion, qui envahit les eaux caribéennes depuis 2007. Prédateur opportuniste, ce poisson se reproduit très rapidement avec une particularité, ses épines toxiques effraient les animaux marins, même ceux qui devraient le dévorer. Cuba a donc décidé de le mettre au menu des assiettes des restaurants pour tenter de freiner sa prolifération. Mais les clients paraissent encore peu convaincus et l'associent toujours avec le poison, alors que la chair du poisson-lion contient de nombreuses vitamines et est très riche en protéines. Les services sanitaires cubains diffusent des communiqués pour rassurer la population et l'inciter à pêcher et à consommer ce poisson pour freiner son expansion dans les eaux cubaines. Quant aux scientifiques de l'Université de La Havane, ils étudient en ce moment les propriétés toxicologiques du poisson-lion pour lutter contre le cancer. Le festival de musique de St. Kitts a invité un grand nom de la hip-hop mondialement connu, 50 Cent. Le rappeur se joindra aux autres têtes d'affiche comme Damian Marley, Tarrus Riley, R-City et Morgan Heritage pour ce qui est devenu l'un des principaux festivals de musique des Caraïbes. Le festival commence le 22 juin pour se terminer le 25. Jonel Powell, qui dirige le comité de sélection des artistes pour le festival, informe qu'ils ont voulu inviter une brochette d'artistes fantastiques pour marquer son 20e anniversaire. Il reste encore quelques places pour tous les fans de musique qui souhaitent se rendre à St. Kitts. Tromelin, c'est le nom d'un minuscule îlot de l'océan Indien à quelques 450 km de Madagascar. C'est un îlot français, quoique revendiqué par Maurice, qui s'est rendu célèbre par cette histoire fantastique d'esclaves malgaches naufragés d'un bateau négrier au XVIIIe siècle et abandonnés là par l'équipage du navire. Cette histoire fait l'objet d'une exposition itinérante, laquelle s'est installée hier au musée Edgar Clair au Moule à l'occasion des Journées mondiales de l'archéologie. Les précisions de Muriel Barlagne. Tromelin, l'île des esclaves oubliés, c'est le nom de l'exposition itinérante installée au musée Edgar Clair du Moule. Une dizaine de panneaux qui retracent une page de l'histoire et une aventure archéologique surprenante. Pour son inauguration, dans le cadre de la 7e édition des Journées nationales de l'archéologie, l'association Correspondance a présenté une chorégraphie inspirée de l'esclavage. Regard sur nos mémoires a rassemblé 16 collégiens et 8 lycéens de Saint-François. C'est 3 tableaux, c'est 3 actes. Le premier sur la traversée des esclaves venus d'Afrique, puis un hommage aux femmes dans les plantations, dans les champs de coton, et puis un regard de cette jeunesse sur que faire de ce passé pour se tourner vers l'avenir. Donc la danse peut être un moyen d'ouvrir les yeux. Deuxième temps fort de cette manifestation, une conférence animée par Thomas Romont. L'archéologue de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, travaille en Guadeloupe depuis 20 ans. Sa spécialité, les sites d'époque coloniale.
Il a participé aux différentes missions organisées à l'île de Tromelin depuis 2006. Leur but ? Retrouver des vestiges de ces esclaves embarqués illégalement à bord de l'Utile, un navire de la Compagnie française des Indes orientales, venu s'échouer sur l'île de Tromelin en 1761, anciennement appelée île de Sable. 160 esclaves abandonnés sur une île déserte. Seulement 7 d'entre eux ont été retrouvés en vie 15 ans plus tard. Il y a eu plusieurs missions depuis 2006, donc depuis 10 ans. Et l'idée, c'était de retrouver les vestiges de vie de ces esclaves sur cette petite île pour comprendre comment ils avaient survécu. Donc nous, on a été sur cette île une équipe d'archéologues dirigée par Max Guéroux du groupe de recherche en archéologie navale. Et ce qu'on a retrouvé, c'est les traces de vie de ces naufragés, donc les bâtiments qu'ils ont construits en pierre pour se protéger, en particulier des cyclones et des intempéries, et tout ce qu'ils ont consommé, donc les restes d'oiseaux, les restes de tortues qu'ils ont consommés, et aussi les outils qu'ils ont fabriqués pour survivre. En plus de l'exposition visible au musée Edgar Clair jusqu'au mois de septembre, il existe de nombreux ouvrages sur cet épisode pour tous les âges et tous les publics. On en vient au sport et au football en particulier avec tout d'abord la Copa América. Sans surprise, l'Argentine s'est qualifiée hier soir pour les demi-finales en battant sèchement le Venezuela, 4-1. Un mot sur nos moins de 20 ans qui disputent actuellement à Antigua le tournoi qualificatif de l'UFC, le tournoi caribéen. Ils ont été malheureusement de nouveau battus 1-0 par Sainte-Lucie après une première défaite sur le même score face à Trinidad. Mais les amateurs de football chez nous seront très certainement tous branchés sur la rencontre comptant pour l'Eurofoot cet après-midi, France-Suisse, avec probablement quelques changements à opérer dans la sélection française par le sélectionneur Didier Deschamps qui cherchera tout de même à conserver la première place de ce groupe. France-Suisse, c'est à 15h. La piscine intercommunale Pointe-à-Pitre à Bimgozé a ouvert hier ses portes au grand public et plus spécifiquement aux jeunes et aux parents de toute l'agglomération pointoise. Une manière de rappeler les bienfaits de la pratique de la natation, mais également de tous les jeux et pratiques aquatiques, rappelant ainsi que cette agglomération a à sa disposition un outil performant. Éric Pommier. Autant vous le dire, ici, on nage dans le bonheur. L'après-midi, en effet, n'est pas comme les autres. Une après-midi portes ouvertes exceptionnelle, concoctée par le syndicat intercommunal de la piscine Abîme-Gosier-Pointe-à-Pitre. Toutes les activités sont à la portée du public. L'essentiel est de savourer ce moment, la tête et les pieds dans l'eau. J'aime bien. Il y a plein d'activités, j'aime bien, il y a beaucoup de... On peut nager, on peut s'amuser et j'aime bien cette journée. Activité par-ci, activité par-là, le tout sous le regard attentif mais surtout émerveillé des parents. L'initiative est appréciée pour preuve, les 4 bassins ont été pris d'assaut. C'est bien pour les enfants. Moi, en tant que parent, je trouve ça bien. Et j'ai été pris au piège puisque je ne m'attendais pas. La maman, elle m'a piégé et je passe mon après-midi là et je m'amuse en regardant. La piscine fait partie du patrimoine guadeloupéen. C'est une piscine qui date des années 70. Avant moi, il y a eu d'autres qui ont beaucoup fait. Nous avons déjà formé aussi ici des champions à l'école de natation. Nous avons aussi le comité régional de natation qui travaille avec nous. Enfin, c'est une piscine où on se retrouve en famille, entre sportifs pour le bien-être. Activité pour les petits, moment de sport pour les grands, l'occasion pour les plus courageux de découvrir une activité à la mode, l'aquabike. Première étape, se mettre en jambe en pédalant bien sûr à la surface. Petite appréhension avant de se jeter à l'eau, il faut cette fois pédaler, mais le vélo en immersion. Par le biais d'internet, j'ai vu l'annonce et je me suis dit pourquoi pas, j'ai amené ma fille, ma nièce et voilà, on est là. Je me disais bien aussi qu'il fallait que je fasse un peu de sport avec ma fille aussi et je pense que ça va m'inciter à venir plus souvent. Nous sommes entièrement satisfaits parce que c'est une demande, c'est un besoin et ça se concrétise par la présence de nombreux participants à cette journée porte ouverte. Toute l'après-midi va ainsi se dérouler dans cette grande ambiance conviviale. Coup d'essai réussi pour les organisateurs qui n'en resteront pas à cette opération.
À l'affiche est déjà programmée une journée olympique le jeudi prochain à partir de 8h. Public visé, les élèves de 4 communes, soit 750 jeunes participants qui viendront en découdre, et toujours dans la bonne humeur. Avant de nous séparer, le temps qu'il fera sur notre archipel cet après-midi, un temps qui sera malheureusement encore une fois nuageux et même pluvieux sur à peu près tout notre territoire. Les températures seront comprises entre 25 et 30 degrés. Au programme sur Alizé, dans un instant, les informations nationales et internationales, suivies d'une diffusion du magazine, de l'émission plutôt Mister Guadeloupe. Ensuite, Maison à vendre, ça vous intéresse très certainement. Et puis, aux environs de 17h, une rediffusion de notre émission hebdomadaire Télescopie avec comme invité l'ambassadeur de Cuba en France, M. Héctor Igarza Cabrera, dont je vous ai parlé au cours de cette édition. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table et excellent après-midi sur notre chaîne. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale, 19h. À très bientôt.